Bonjour, je suis M. Gourebi, Apollinaire, je suis votre professeur de mathématiques et nous allons donc passer cette année ensemble. Et au niveau de notre programme, nous allons commencer donc par la première leçon intitulée les limites et continuité. Alors, comme le titre de la leçon le marque, limites et continuité. Donc, ce sera en deux grandes parties. La première partie va porter sur les limites. Donc, on va appeler ça grand 1, les limites. Là, il s'agira pour nous de calculer les limites de fonctions numériques. Et pour pouvoir le faire, il nous faut d'abord des limites sur lesquelles nous allons nous appuyer, que nous allons utiliser, qu'on va appeler les limites de référence. Donc, en petit 1, ce sont les limites de référence. Et nous allons lister ces limites-là sous forme de propriétés, les unes après les autres. Pour cela, nous allons considérer des nombres réels, donc deux nombres réels, soit A et K, des nombres réels, j'écrirai souvent des réels, en lieu de place des nombres réels. Et puis petit n, un nombre entier naturel, donc un élément de grand N. Comme première propriété, il faut dire que lorsque x tend vers A est un nombre réel, la limite d'un nombre réel reste égale à ce nombre réel. De la même manière, lorsque x tend vers moins l'infini, la limite du nombre réel k, qui est donc une constante, reste égale aussi à k, et c'est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de k, et tout ceci égal à k. Cela veut dire simplement que si nous voulons calculer la limite de 3 en 0, c'est égal à 3. Un nombre ne pouvant pas varier, quel que soit l'endroit où vous allez avec. Donc, même quand x tend vers moins l'infini, la limite de 3 va rester égale à 3. C'est ce que ça veut dire. Ensuite, la limite, lorsque x tend vers A de x à la puissance n, et il suffira simplement de remplacer le x par A, ce qui nous donne A à la puissance n. Autre limite au titre de la première propriété toujours, la limite lorsque x tend vers 0, de x à la puissance n, cela fera, quand x tend vers 0, il s'agira de remplacer x par 0, ça nous fera donc 0 fois 0 fois 0 n fois, ça fait simplement 0. Ensuite, lorsque x tend vers plus l'infini cette fois-ci, eh bien, la racine carrée de x tend également vers plus l'infini. Voilà, pardon. Voilà. Alors, nous allons nous intéresser maintenant à la puissance nème de x. Cette fois-ci, au lieu que ce soit en 0, on va aller en plus l'infini ou en moins l'infini. Donc, on va marquer ici la limite
lorsque x tend vers plus l'infini de x à la puissance n, quelle que soit la parité de n, je veux dire que que n soit pair ou impair, x exposant n, puisque x étant positif, va tendre également vers plus l'infini. Par contre, lorsque x tend vers moins l'infini, nous avons deux cas de figure selon, bien entendu, la parité de n. Lorsque n est pair, le résultat nous donne donc plus l'infini. Donc si n est pair. Et puis, lorsque n est impair, eh bien, la limite nous donne moins l'infini. Voilà pour ce qui est de la première propriété des limites de référence. Nous allons donc passer à la propriété suivante que nous appelons la propriété numéro 2. Alors, tout à l'heure, nous avons vu le comportement de x à la puissance n lorsque x tend vers plus l'infini ou vers moins l'infini. Qu'en est-il pour l'inverse de cette même quantité-là, lorsque x va tendre vers ces mêmes bornes, à savoir plus l'infini et moins l'infini? Donc, premièrement, lorsque x tend vers plus l'infini, l'inverse de x à la puissance n, c'est-à-dire 1 sur x exposant n, va donner 0. Pareil pour l'inverse de x exposant n lorsque x va tendre vers moins l'infini. Nous voulons dire simplement que lorsqu'une grandeur prend des valeurs positives de plus en plus grandes, son inverse prend des valeurs de plus en plus proches de 0. Cette fois-ci, nous allons faire tendre x vers 0 et nous allons nous intéresser à la limite de son inverse, de l'inverse de x exposant n, je dis. Donc, le point suivant. La limite, lorsque x tend vers 0 par valeur inférieure, nous allons prendre le cas où n est pair, eh bien, cela va donner plus l'infini. Et lorsque n est impair, la limite nous donne moins l'infini. Lorsque x tend vers 0 par valeur inférieure, cela veut dire simplement que x prend des valeurs de plus en plus faibles en restant négatif. Maintenant, quand on va élever x à la puissance n, selon la parité de n, on aura soit un nombre positif, soit un nombre négatif. Et lorsque n est impair, la puissance nème de x va être négative et donc son inverse va tendre vers moins l'infini. Alors que pour le cas où n est pair, la puissance nème de x est positive et donc son inverse va tendre vers plus l'infini. Maintenant, quand x tend vers 0 par valeur supérieure, l'inverse de x à la puissance n, peu importe la parité de n, va donner toujours plus l'infini. Là, il n'y a pas de distinction entre les parités, que le n soit pair ou impair. Dès que nous sommes à droite de 0, donc quand x tend vers 0 par valeur supérieure, x étant positif, donc
x exposant n va tendre vers 0 en restant aussi positif. Et donc son inverse va tendre vers plus l'infini. Alors, à quel moment x moins a va être négatif, à quel moment il va être positif, de sorte à se ramener au cas où x tend vers 0 par valeur négative ou x tend vers 0 par valeur positive. Donc, lorsque x tend vers a par valeur négative, eh bien, x moins a va tendre vers 0, comme je l'ai dit précédemment, mais x moins a, le tout exposant n, va tendre vers 0, soit en étant négatif lorsque n est impair, soit en étant positif lorsque n est pair. Ce qui fait que la limite de l'inverse, donc, quand x va tendre vers a par valeur inférieure, cette limite va donner plus l'infini lorsque n est pair. Et puis, elle va donner moins l'infini lorsque n est impair. Mais lorsque nous sommes à droite de A, lorsque x tend vers A par valeur supérieure, 1 sur x moins a exposant n, c'est-à-dire l'inverse de x moins a exposant n, va donner toujours plus l'infini parce que x moins a restant positif puisque nous sommes à droite de A. Et donc x moins a exposant n va rester aussi positif. Et nous avons dit que lorsque une grandeur est positive, qu'elle tend vers 0, en restant positive, son inverse va tendre vers plus l'infini. Donc c'est pour cette raison que l'inverse de x moins a à la puissance n va tendre vers plus l'infini. Alors, nous allons prendre le cas particulier des fonctions polynômes et des fonctions rationnelles. Et cette fois-ci, nous allons calculer la limite en un endroit particulier de l'ensemble R, à savoir plus l'infini ou moins l'infini. Donc, la propriété numéro 4. Donc, je vais marquer K des fonctions polynômes et des fonctions rationnelles. Alors, nous avons vu dans les classes antérieures qu'un polynôme est la somme algébrique de plusieurs monômes. Et une fonction rationnelle est le quotient de deux polynômes. Donc, nous allons voir la limite lorsque x tend vers plus l'infini ou moins l'infini. Donc, au lieu d'écrire la même chose avec plus l'infini et revenir avec moins l'infini, nous allons écrire ensemble les deux limites en une seule. Donc, plus ou moins l'infini. La limite, on va noter le polynôme sous la forme a indice n fois x exposant n plus a indice n moins 1 fois x exposant n moins 1 plus etc. Plus a indice 1 fois x exposant 1 plus a indice 0. Et donc, la propriété nous dit que pour calculer la limite d'une fonction polynôme à l'infini, il suffit de considérer le monôme de plus haut degré et de calculer la limite de ce monôme. Donc ici, il nous suffit de déterminer, n'est-ce pas, le monôme de plus haut degré. Et là, le monôme de plus haut degré, c'est le monôme a indice n fois x exposant n. Et donc la limite de tout ce polynôme-là va être réduite à la limite de ce monôme. Donc ça va nous donner la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de a indice n fois x exposant n. Ce qui fait que si le monôme a indice n fois x exposant n tend vers 0 par exemple, cela veut dire que le polynôme va tendre vers 0. S'il tend vers un nombre réel quelconque, alpha ou k,
cela veut dire que le polynôme va tendre vers ce nombre réel en question. Ensuite, pour une fraction rationnelle, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le quotient de deux polynômes. Et donc, on va l'écrire toujours à l'infini, donc en plus ou moins l'infini. Alors, le numérateur est un polynôme, donc on va écrire cette fois-ci a indice p fois x exposant p plus a indice p moins 1 fois x exposant p moins 1, p étant un nombre entier naturel, plus etc., plus a indice 1 fois x plus a indice 0. Et au dénominateur, nous allons prendre b indice p fois x exposant p plus b indice p moins 1 multiplié par x exposant p moins 1 plus etc., plus b indice 1 fois x plus b indice 0, pardon, nous allons prendre, voilà, voilà, je mets les parenthèses. Voilà, cette limite va être réduite à la limite en plus ou moins l'infini. Alors, pour les fonctions rationnelles, la propriété nous dit que la limite d'une fonction rationnelle est la limite du quotient de ces termes de plus haut degré au numérateur par le terme de plus haut degré au dénominateur. Donc, il nous suffit de déterminer mon nombre de plus haut degré au numérateur, qui est ici a indice p fois x exposant p, et au dénominateur b indice p fois x exposant p. Alors, le quotient des deux va donner simplement ceci, a indice p fois x exposant p, et au dénominateur b indice p fois x exposant p. Voilà la formule dont nous avons besoin pour calculer les limites des fonctions polynômes ou des fonctions rationnelles, bien entendu, à l'infini. Il faut faire remarquer qu'en un point réel, en un nombre réel, pardon, cette expression cette propriété ne pourra pas être appliquée. Identique pour les fonctions rationnelles. Donc, si nous voulons calculer la limite d'une fonction polynôme en un nombre réel, ce ne sera plus la même chose. On va simplement remplacer, comme on l'a vu en première, remplacer x par la valeur du polynôme, par la valeur du nombre réel, et puis calculer. Voilà. Et puis, si la fonction rationnelle est définie à ce nombre-là, nous remplaçons également x par ce nombre et nous calculons la limite. Après ces limites de référence, nous allons voir si nous avons, au lieu d'avoir à calculer la limite d'une constante k en un nombre réel ou à l'infini, avoir la limite de x exposant 3, x exposant 5 à calculer en 0 ou en infini ou en plus infini. Si nous faisons la somme de ces deux fonctions, je veux dire que si une première fonction s'appelle f est définie par f de x égale à k, et la seconde g est définie par g de x égale à x exposant 5, comment obtenir la limite de f de x plus g de x si nous connaissons la limite de f et g en a? Donc, nous allons nous intéresser à la limite d'une somme de deux fonctions. Qu'en est-il pour la limite de k fois x exposant n ou de x exposant n divisé par racine carrée de x? Alors, cela va nous amener à effectuer les opérations sur le calcul des limites. Donc, on va voir le paragraphe suivant, le petit 2, 1, 2, donc, les opérations sur les limites. Sur les limites. Pour cela, nous allons considérer deux fonctions, f et g, deux fonctions numériques. Puis, nous allons considérer deux nombres réels Alors, nous allons considérer cas par cas. D'abord, la somme de deux fonctions. Comment calculer la limite? Donc, on va prendre la somme de deux fonctions.
Alors nous allons récapituler ça dans un tableau, récapituler ce calcul dans un tableau à 3 lignes. Sur la première ligne, nous allons marquer la limite quand x tend vers le nombre, on va prendre un autre nombre réel, a. Hein? Donc nous allons prendre 3 nombres réels, c'est mieux. Donc on va ajouter un nombre réel ici. Donc a, je vais marquer a, l et l prime des nombres réels. Voilà, au lieu de 2 nombres, des nombres réels. Voilà, c'est mieux. Et donc, quand x tend vers a, si nous connaissons la limite de f et que nous connaissons également la limite de g de x, quand x tend vers le même nombre réel a, comment obtenir la limite de la somme de ces deux fonctions en a? Nous allons donc écrire f plus g de x. Bien entendu, nous avons vu dans la classe antérieure que f plus g de x fait f de x plus g de x, compte tenu de la linéarité de ces fonctions-là. Alors, si nous connaissons la limite de f en a, qui est donc égal à un nombre réel L, et que la limite de g au même nombre réel a est égale au nombre réel L', alors la limite de f de x plus g de x va être égale à L plus L. Quelle que soit la valeur de L, quel que soit son ordre de grandeur, un nombre réel restera toujours infiniment petit, infiniment négligeable devant l'infini. Et donc, l'infini plus l'infini va l'emporter et la limite de la somme va donner plus l'infini. Pareil pour le cas où la limite de f en a est égale à L et la limite de g en a est égale à moins l'infini. Ici, la somme va avoir pour limite moins l'infini parce que le nombre réel va être toujours négligeable devant moins l'infini. Ensuite, si f tend vers plus l'infini, lorsque x tend vers a, et que g tend également vers plus l'infini, lorsque x tend vers a, eh bien, la somme des deux va tendre vers plus l'infini. Ensuite, si x tend vers, non, si f de x tend vers moins l'infini, et que g de x a pour limite moins l'infini, lorsque x tend vers a, la somme des deux fonctions f plus g donc va tendre vers moins l'infini. C'est comme si vous mélangez de l'eau très salée à une autre grande quantité d'eau très salée, on trouvera toujours de l'eau salée. Par contre, si f tend vers plus l'infini et que g tend vers moins l'infini, alors la somme des deux, si nous sommes amenés à calculer, à déterminer cette limite, nous ne pouvons pas conclure immédiatement sans avoir utilisé d'autres techniques mathématiques. On va appeler ceci une forme indéterminée. Donc, on va marquer forme indéterminée. Cela veut dire que nous ne pouvons pas conclure directement, nous ne pouvons pas faire ce calcul directement. Nous ne pouvons pas faire la somme des deux limites. Alors, il faut utiliser d'autres techniques que nous allons voir tout à l'heure. Alors, le cas du produit de deux fonctions. Nous allons également récapituler le calcul dans un tableau. Dans ce tableau, nous devons connaître la limite de f en a, celle de g en a, et en ce moment, l'on pourra nous demander de déterminer la limite du produit des deux fonctions lorsque x va tendre vers a. Alors, comment est-ce que nous allons faire selon les cas de figure? Si la limite de f en a est égale à L et que celle de g en a est égale à L', qui est un autre nombre réel, eh bien,
la limite du produit va nous donner simplement L fois L'. Ensuite, si la limite de f en A est égale à un nombre réel L et que ce nombre réel L est positif strictement, et que la limite de G en A est égale à plus infini, la limite du produit va nous donner un nombre positif multiplié par une quantité positive, et donc plus infini va l'emporter, ça va nous donner plus infini. Si la limite de L, le f en A est égal à L, qui est toujours positif, et que la limite de G en A est égale à moins l'infini, la limite du produit va donner moins l'infini. Ensuite, si nous avons une limite L, qui est un nombre réel négatif, de f en A, et que la limite de G en A est égale à plus l'infini, cela peut nous permettre de calculer la limite du produit f fois G x en A. Ça nous donne donc un nombre négatif multiplié par une entité positive. Nous avons vu depuis la classe de 5e que moins fois plus nous donne moins. Donc, voilà pourquoi nous avons moins l'infini comme limite du produit. Ensuite, si la limite de f en A égale à L, qui demeure un nombre négatif, et que la limite de G en A est égale cette fois-ci à moins l'infini, alors la limite du produit va donner plus l'infini cette fois-ci. Moins fois moins, donnant donc plus. Ensuite, si les deux limites donnent respectivement plus l'infini et plus l'infini, alors le produit va aussi donner inévitablement plus l'infini. Si f a pour limite plus l'infini et que g a pour limite moins l'infini en A, eh bien, la limite du produit va nous donner plus fois moins, ça va toujours donner l'infini, le signe va être moins, donc ça va faire moins l'infini. Si f tend vers moins l'infini et que g tend vers moins l'infini également en A, le produit va tendre vers moins fois moins, ça va nous donner plus, donc ça va donner plus l'infini. Pour le dernier cas de figure, nous allons faire juste un peu de place dans les premières cases, comme je suppose que vous avez déjà pris les notes ici. Donc, je vais faire un peu de place pour le dernier cas. Alors, voilà, je vais faire ça. Puisque ça aboutit au même résultat. Alors, lorsque f donne, on va marquer voilà, c'est bon ici. Lorsque f a pour limite 0 et que g a pour limite plus l'infini ou moins l'infini, plus l'infini ou moins l'infini, donc g tend vers l'infini, lorsque x tend vers a et que f tend vers 0 lorsque x tend vers a, le produit ne peut pas déterminer directement. Sans d'autres techniques mathématiques, on appellera cette limite-là une forme aussi, une forme indéterminée. Donc, on va marquer forme indéterminée. Voilà. Voilà pour ce qui est du calcul de la limite du produit de deux fonctions. Donc, lorsque nous connaissons la limite d'une fonction f en un nombre réel a et que nous connaissons la limite d'une fonction g en ce même nombre réel a, nous pouvons donc déterminer la limite de leur produit au même nombre réel a à partir de cette propriété. Nous allons passer à présent au quotient. Au quotient de deux fonctions.
On va aussi récapituler ces limites-là, ou cette propriété-là, dans un tableau. Toujours sur la première ligne, nous allons marquer la limite de f de x quand x tend vers a. Sur la deuxième ligne, la limite de g de x lorsque x tend vers a. Et sur la dernière ligne, la limite du quotient de f par g de x. Alors, lorsque x tend vers a, si la limite de f est égale à un nombre réel L, et que en ce même nombre A là, si la limite de G est égale à un nombre réel L', bien entendu en précisant que L' n'est pas nul, nous pouvons donc effectuer le quotient de L par L' et la limite du quotient va nous donner L sur L'. Ensuite, lorsque x tend vers a, si la limite de f est égale à L et que la limite de g est égale à plus l'infini, alors la limite du quotient va donner 0. Donc un réel divisé par l'infini plus l'infini va donner 0. Si f a pour limite L en A et que g a pour limite moins l'infini en A, le quotient de f par g va donner également 0. Donc un nombre réel sur l'infini va donner toujours 0 comme limite, peu importe le signe du nombre réel, peu importe son ordre de grandeur. Ensuite, si la limite de f en plus l'infini, non, en A est égale à plus l'infini, et que la limite de g en A est égale à un nombre réel positif, alors le quotient va donner plus l'infini. À cause de ce que le dénominateur est un réel positif et que le numérateur est une entité positive également. Si par contre la limite de f en A est égale à plus l'infini et que la limite de g en A est égale à un nombre réel qui cette fois-ci est négatif, alors le quotient va tendre vers moins l'infini à cause du signe du dénominateur. Ensuite, si je prends, si nous avons que la limite de f de x en A est égale à moins l'infini et que la limite de g en A est égale à un nombre réel positif, alors nous pouvons conclure pour dire que la limite du quotient va donner moins l'infini, le numérateur étant négatif et le dénominateur positif. Si le numérateur, c'est donc f, a pour limite moins l'infini en A et que le dénominateur a pour limite L', de sorte que L' soit un nombre réel négatif, le quotient va donner plus l'infini, puisque le numérateur est négatif, le dénominateur aussi est négatif. Ça me donne donc plus l'infini. Alors les deux derniers cas de figure, si f tend vers 0 et que g tend vers 0, nous ne pouvons pas conclure, n'est-ce pas, concernant le quotient des deux fonctions, nous ne pouvons pas conclure quant à la limite. Il faut nécessairement utiliser d'autres techniques, d'autres méthodes, d'autres formules mathématiques pour pouvoir régler ce problème qu'on va également appeler une forme indéterminée. Pareil pour le cas où la limite du numérateur est moins l'infini ou plus l'infini et celle du dénominateur est aussi plus l'infini ou moins l'infini. Ça veut dire que si le numérateur, la fonction qui est au numérateur tend vers l'infini, ça peut être donc moins l'infini ou plus l'infini, et que g aussi qui est au dénominateur tend vers moins l'infini ou plus l'infini, on ne peut pas conclure directement. On dira que nous sommes en présence d'une forme indéterminée. Et voilà donc, de façon ramassée, tout ce qu'il y a à dire sur les calculs de limite, à faire les opérations, pardon,
et les fonctions. À savoir donc la somme de deux fonctions, le produit de deux fonctions et le quotient de deux fonctions. Nous allons voir à présent les deux dernières parties, les deux derniers cas de calcul de limite. Mais avant, je voulais rappeler en remarque les formes indéterminées. Donc, nous allons noter en remarque les formes indéterminées, puisque nous en avons parlé dans les tableaux précédents. Il existe en réalité 4 formes indéterminées. Donc, nous allons marquer, pour ne pas les oublier, il existe donc 4 formes indéterminées, à savoir, la première forme indéterminée que nous avons vue, c'est plus l'infini, plus moins l'infini. Ensuite, 0 fois l'infini. Après, nous avons également 0 sur 0. Et enfin, nous avons infini sur infini. Donc, si nous avons des limites à calculer, la limite d'une somme de fonctions, la limite d'un produit, la limite d'un quotient, la limite de l'inverse, si nous sommes en présence de ces formes de limites, nous dirons que nous avons une forme indéterminée. Et nous faut utiliser des techniques mathématiques qui sont la factorisation, l'utilisation du taux de variation ou du nombre dérivé, l'utilisation de l'expression conjuguée, l'utilisation du changement d'écriture ou du changement de variable. Ce sont donc les techniques que nous avons vues en classe de première pour pouvoir lever une indétermination dans un calcul de limite qui nous est présenté. À présent, nous allons passer au paragraphe petit 3 qui est intitulé « La limite de la composée des deux fonctions ». Et si nous composons la fonction f d'abord suivi de g, nous appelons ça g rond f. Alors, nous allons dire soit f et g, deux fonctions. Ensuite, a, l et l', trois nombres réels. A, L et L', des nombres réels. Alors, si la limite, lorsque x tend vers A de g de x est égale à L, et que la limite, lorsque x tend cette fois-ci vers la nouvelle limite que nous avons trouvée là, de f de x est égal à L', alors nous pouvons conclure pour dire que la limite, quand x tend vers A de f rongé de x, va donner directement L'. Voilà pour ce qui concerne le calcul, la méthode du calcul de la limite, la composée de deux fonctions. À présent, nous allons voir la dernière technique de calcul de limite qui concerne les limites et les inégalités, c'est-à-dire le calcul de limites par les comparaisons. 1,4, limite et inégalité. Alors, on va résumer ça en deux propriétés.
Alors, bien avant, nous allons considérer deux fonctions, je dirais trois. Donc, nous allons marquer ça d'abord avant de noter, de prendre les propriétés. Donc, nous allons considérer trois fonctions, soit f, g et h. Les fonctions, point virgule. Nous allons prendre également A, un nombre A et L des nombres réels. Alors donc, première propriété, donc première astérisque, première propriété, on va marquer donc propriété numéro 1. Alors, s'il se trouve que f est supérieur ou égal à g, parce que lors de l'étude des fonctions, nous pouvons trouver que une fonction f en présence d'une deuxième fonction g est soit supérieure à la fonction g à un moment donné ou inférieure à celle-ci, ou bien les deux peuvent coïncider à un endroit, à un moment donné, de leur ensemble de définitions. Alors, si nous avons ce cas de figure où f est supérieur à g et que nous connaissons la limite de g de x, c'est-à-dire la plus petite, si la limite quand x tend vers a de g de x est égale à moins l'infini, c'est la plus petite, donc c'est plutôt plus infini. Voilà. Donc, lorsque la plus petite fonction tend vers plus infini, inévitablement, la plus grande va aussi tendre vers plus infini. Donc, on va dire alors, la limite, quand il tend vers a de f de x, est égale à plus infini. Maintenant, si nous avons f qui, au lieu d'être supérieur à g, est inférieur plutôt à g, et que la limite quand x tend vers a de g de x se trouve être égale à moins l'infini, ça veut dire que ici, f est plus petite que g, mais g qui est la fonction la plus grande tend vers moins l'infini. Cela veut dire que ça va s'imposer à la plus petite qui va tendre automatiquement vers moins l'infini. Donc, on va conclure que alors la limite quand x tend vers a de f de x égale aussi à moins l'infini. Donc, quand le plus grand va tendre vers moins l'infini, ça veut dire que le plus petit aussi tend vers moins l'infini. Mais quand le plus petit tend vers plus infini, le plus grand tend vers plus infini. C'est ce que nous dit cette propriété. La deuxième et dernière propriété à ce niveau, nous allons marquer donc propriété 2. Alors, si nous avons considéré les trois fonctions du départ, f, g et h, c'est maintenant que nous allons utiliser h. Si nous avons cet ordre de rangement entre les trois fonctions, à savoir que f est comprise entre g et h, et que telle que la limite, on va écrire ici, telle que la limite quand x tend vers a de g de x se trouve être égale à la limite quand x tend vers a de h de x, et que ces deux limites-là sont identiques au nombre réel L que nous avons donné tout à l'heure là. Donc, si les deux fonctions qui encadrent la fonction f tendent toutes les deux vers une même valeur, alors automatiquement, celle qui est au milieu des deux, entre les deux, va tendre vers cette valeur-là.
Et cette propriété-là porte le nom de théorème des gendarmes. Donc, nous allons marquer ici, en parenthèse, elle est plus connue sous le nom de l'appellation du théorème des gendarmes. Donc, nous allons dire alors la limite quand x tend vers a de f de x est égal aussi à L. Voilà en gros ce que nous devons retenir sur le calcul des limites. C'était donc la première partie de notre leçon. Nous allons à présent passer à la deuxième partie, la continuité. Qu'est-ce que la continuité? Quand est-ce qu'une fonction est continue? À quoi ça peut servir? Okay. Alors nous allons à présent passer à la deuxième partie de notre leçon intitulée Limite et continuité. Donc la deuxième partie va porter le nom de la continuité et on va marquer cela en grand 2. Donc grand 2, la continuité. Alors en petit 1, donc en 2, 1, nous allons voir ce que c'est que une fonction continue. Quand dit-on qu'une fonction est continue en un point A, en un nombre réel, ça sous-entend. Alors, pour cela, nous allons considérer f et A un nombre réel. Nous allons considérer une fonction f et A un nombre réel. Alors, on dit que f est continu en A si et seulement si f est défini en A et la limite lorsque x tend vers A de f de x se trouve être identique à l'image de A par f. Donc, lorsque on nous demande de calculer la limite d'une fonction en A et que nous trouvons que la limite de cette fonction-là est aussi égale à l'image de A par la fonction, on dira simplement que la fonction est continue en A. Il peut arriver qu'une fonction qui n'est pas définie en A, donc f de A ne va pas exister, puisse admettre une limite en A. En ce moment-là, on dira que f admet un prolongement par continuité en A. Donc, cela va nous permettre d'écrire le grand 1, 2, prolongement par continuité. Et ici, on va dire soit f une fonction d'ensemble de définitions de df, c'est l'ensemble de définitions que nous notons, et a un nombre réel n'appartenant pas à DDF. Alors ça, je vais souligner ça en couleur parce que c'est vraiment important. Il ne faut pas que A appartienne à l'ensemble des définitions. Voilà, je vais souligner un peu très. Il ne faut pas que la fonction soit définie en A. Alors, si, malgré le fait que la fonction ne soit pas définie en A, si la limite de f
de x quand x tend vers a est un nombre réel, donc si la fonction f admet une limite finie, donc sa limite est un nombre réel, parce que la limite d'une fonction peut être égale à moins l'infini ou plus l'infini, donc on parlera d'une limite infinie, ou bien cette limite peut donner un nombre réel. En ce moment, on parlera d'une limite finie. Alors, si la limite de f de x en A est égale à un nombre réel, bien que f ne soit pas défini en A, alors on dit que f admet un prolongement par continuité en A, ou encore, où f est prolongeable par continuité en A. Et nous pouvons définir ce prolongement-là par continuité soit G, le prolongement de f, le prolongement par continuité de f, alors si G est le prolongement par continuité de f, alors G est défini par puisque c'est le prolongement de f, c'est le prolongement par continuité de f. Ça veut dire que G a un lien avec f. Lorsque x n'est pas égal à a, G de x va avoir la même expression que f de x. On va préciser, lorsque x, je vais écrire ça en couleur différente, lorsque x n'est pas égal à a, puisque f n'est pas défini en a, donc f de a n'existe pas. Donc il faut que x soit différent de a pour que g de x ait la même expression que f de x. Maintenant, lorsque x est égal à a, eh bien g de a va être égal à un nombre réel, mais pas n'importe quel nombre réel, le nombre réel que nous avons trouvé qui est la limite de f tout à l'heure. Voilà comment est-ce que nous allons définir le prolongement par continuité de f en un point A. Maintenant, la toute dernière partie de cette leçon-là, ça va concerner le cas des fonctions continues et strictement croissantes ou strictement décroissantes. Comment déterminer l'image d'un intervalle par chacune de ces fonctions-là et comment savoir que la fonction peut ou non s'annuler sur son ensemble de définitions. Donc on va appeler ça le grand 2, 3 maintenant, les fonctions continues et strictement monotones. On appelle une fonction monotone une fonction qui est soit strictement croissante, soit strictement décroissante. Donc je marque grand 2, 3, grand 2, 3. Fonction continue et strictement monotone. Alors, petit a, l'image d'un intervalle par une fonction continue strictement monotone. Donc, première propriété, on va appeler ça propriété numéro 1.
Alors, nous avons vu la lecture graphique en seconde, c'est, seconde toute série, j'allais dire, la lecture graphique, la détermination graphique de l'image d'un intervalle à une fonction. Et c'est ce que nous allons utiliser pour pouvoir, n'est-ce pas, définir, rappeler cette propriété-là. Et cette propriété dit que par une fonction donc continue, l'image d'un intervalle est un intervalle, ou bien ça peut être un singleton. Alors, dans quel cas c'est un intervalle et dans quel cas c'est un singleton. Et comme les intervalles peuvent être fermés, semi-fermés ou ouverts totalement, donc la propriété nous enseigne que l'image d'un intervalle ouvert, fermé ou semi-ouvert va être un intervalle de même nature que l'intervalle antécédent. Donc, par une fonction continue, l'image d'un intervalle est un intervalle de même nature ou un singleton. Alors, on va écrire ça d'abord par une fonction continue, l'image d'un intervalle est un intervalle ou un singleton. Alors, l'image d'un intervalle va être un singleton dans le cas où la fonction est constante. Donc, nous allons préciser ça en parenthèse. Cas d'une fonction constante. Cas d'une fonction constante. Voilà. Donc, lorsqu'une fonction est constante, son image, l'image d'un intervalle par cette fonction constante-là, est un singleton. Ça veut dire que ça va être réduit à un seul nombre. Donc, je marque ici l'image par une fonction continue. Donc, on va marquer 2 points par une fonction continue. Premier tiret, deuxième tiret. Donc, on va dire, cette fois-ci, l'image d'un intervalle fermé est un intervalle fermé ou un singleton. On va dire l'image d'un intervalle fermé est un intervalle fermé aussi. Donc, intervalle fermé ou un singleton, bien entendu, dans le cas d'une fonction constante. Et comme nous pouvons avoir affaire à différents types d'intervalles, c'est-à-dire les intervalles totalement fermés ou totalement ouverts, ou les intervalles semi-fermés ou semi-ouverts, nous allons voir le tableau récapitulatif qui nous donne les images de chaque type d'intervalle. Donc on va intituler ça la propriété numéro 2. Deuxième astérisque, propriété 2. Alors ici, on va considérer l'intervalle, un intervalle K, et nous allons désigner l'intervalle K respectivement. Et selon le cas, le type d'intervalle, nous allons déterminer l'image de l'intervalle K là par la fonction f. Donc ici, ce sera les deux colonnes là, ça va nous donner les images, l'image de chaque intervalle selon le cas de figure. Et là, vous constatez qu'il y a deux colonnes. Cela veut dire simplement qu'il y a deux cas de figure. Le premier cas, c'est lorsque la fonction
est strictement croissante, puisque nous avons dit c'est le cas des fonctions monotones. C'est donc soit c'est croissant, soit c'est décroissant. Donc on va prendre le cas où la fonction est strictement croissante. Donc, fonction strictement croissante. Et puis le second cas, c'est le cas des fonctions strictement décroissantes. Alors, l'intervalle K peut être égal à l'intervalle fermé A, B. Si c'est le cas, comme la fonction f est croissante dans ce premier cas-là, eh bien, les bornes de l'intervalle seront rangées dans le même ordre que les bornes de son image. Ça va nous donner donc l'image de l'intervalle fermé AB par la fonction f va donner l'intervalle fermé en l'image de A et fermé en l'image de B. Par contre, lorsqu'il s'agit d'une fonction décroissante, nous avons vu en classe de 3e et seconde que par une fonction décroissante, deux nombres et leurs images sont rangés dans l'ordre contraire, ce qui va nous amener à dire que cette fois-ci, on va avoir un intervalle de même nature, mais les bornes vont changer. Ce sera cette fois-ci l'intervalle fermé en f de B et fermé en f de A. Si nous avons l'intervalle K, qui est l'intervalle fermé en B mais ouvert en A, l'intervalle fermé en A et ouvert en B plutôt, l'image va être obtenue de la manière suivante. Là, c'est le cas où la fonction f est strictement croissante, donc les bornes ne vont pas changer. On va avoir ici l'intervalle fermé en f de A et ouvert en la limite cette fois-ci, puisque f n'est pas défini en B, donc on ne pourra pas mettre f de B. On va mettre plutôt la limite quand x tend vers B. Alors, lorsque nous sommes sur l'intervalle AB là, voilà ce qui va se passer. Comme l'intervalle est fermé en A et ouvert en B, ça veut dire que la fonction ne peut pas être définie en B. Et donc, nous allons nous intéresser plutôt à la limite de la fonction lorsque x va se rapprocher de B en étant inférieur à B, donc par valeur inférieure. Nous allons donner ici la limite lorsque x tend vers B par valeur inférieure de f de x. Et par la fonction décroissante, les mêmes bornes là vont être interverties simplement. Donc on va dire cette fois-ci, l'image va donner l'intervalle ouvert à la limite quand x tend vers B par valeur inférieure de f de x et fermé en f de A. Voilà. Et lorsque l'intervalle est entièrement ouvert, ça va nous donner la limite lorsque x va tendre vers A par valeur supérieure donc à droite de A et la limite de f de x quand x va tendre vers B par valeur inférieure. Donc, inutile de marquer ça. On va donc marquer directement l'ensemble grand R qui n'est autre que l'intervalle ouvert en moins l'infini et ouvert en plus l'infini. Cet intervalle étant entièrement ouvert, son image va être un intervalle entièrement ouvert également. Et dans le cas de la fonction strictement croissante, ça va nous donner l'intervalle ouvert. À la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, et ouvert à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. Par contre, lorsqu'il s'agira de déterminer l'image de cet intervalle par la fonction strictement décroissante, les mêmes bornes que nous avons là vont être interverties et ça va nous donner l'intervalle ouvert à la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x et ouvert à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x. Alors le tout dernier paragraphe va être intitulé
c'est le 32, 3, mais petit b maintenant. Donc, le petit b. Alors, nous avons dit que c'est le cas de fonctions strictement monotones, soit strictement croissantes, soit strictement décroissantes. Alors, une fonction peut être croissante sur un repère donné, donc. Alors, elle peut être croissante et rester entièrement positive. C'est le cas où la courbe de la fonction donc, est entièrement au-dessus de l'axe des abscisses, l'axe OI, ou elle peut être strictement négative, elle peut rester en dessous là, et ça va être comme ça. Elle peut croître, mais rester, sur tout l'intervalle, rester négative. Ou bien la fonction peut croître et puis traverser l'axe des abscisses en un point que nous allons appeler par exemple petit a. À ce moment-là, lorsque la courbe croise l'axe des abscisses, on dira que la fonction s'annule en ce point-là, en cette valeur de x. Et lorsque elle passe au-dessus de l'axe des abscisses, la fonction devient positive. Par contre, lorsque la courbe est en dessous de l'axe des abscisses, la fonction est négative. Alors, comment déterminer, pour les cas de figure où la fonction, nous ne pouvons pas déterminer le zéro de la fonction, parce qu'en seconde et première, nous avons vu les méthodes comme la forme canonique, le calcul discriminant, nous permet de déterminer les zéros. Mais lorsque la fonction n'admet pas de zéro, et donc il n'est pas factorisable, on ne peut donc pas trouver le zéro. Cependant, si la courbe traverse l'axe des abscisses, on dira que la fonction s'annule en ce point-là. Comment trouver une valeur approximative? On va parler donc de la détermination des zéros, la détermination approchée ou du calcul approché des zéros. Donc, comment déterminer les zéros d'une fonction? Donc, on va appeler ça petit b, calcul approché. Des zéros d'une fonction. Alors, ceci s'obtient à l'aide d'une propriété que nous allons énoncer, et ça s'appelle le théorème, c'est encore un théorème. Un théorème, c'est une propriété très importante, et donc c'est le théorème des valeurs intermédiaires. Et ce théorème-là nous dit que soit f, une fonction continue, sur un intervalle fermé A à B, avec A inférieur à B. Alors, si f de A, donc on va descendre, si f de A multiplié par f de B est négatif. Alors, lorsque le produit de deux nombres est négatif, ça veut dire simplement que les deux nombres sont de signes contraires. Donc, si l'image de A et l'image de B sont de signes contraires, donc on va écrire ici, c'est-à-dire f de A et f de B sont de signes contraires, alors f de x peut s'annuler au moins une fois sur l'intervalle AB. En ce moment, on dira que alors l'équation f de x égale à 0 admet au moins une solution. Au moins une solution sur l'intervalle AB. Alors, il faut dire au passage qu'une fonction continue, ça se remarque graphiquement par le fait que lorsqu'on trace la courbe, on ne lève pas le crayon du début jusqu'à la fin, sur l'ensemble des définitions. Donc, c'est la précision, on l'a fait en première, donc on le rappelle à toutes fins utiles.
Alors, cette fois-ci, en plus d'être continue, si la fonction est strictement monotone, là, ça change les choses. Donc, on va dire que si f est continue et strictement monotone, cette fois-ci, si f est continue et strictement monotone sur l'intervalle AB, alors l'équation f de x égale à 0, tout à l'heure nous avons dit que quand la fonction est seulement continue, là c'est continu, et strictement monotone, ici c'était seulement continu, voilà, on va dire ici continu seulement, voilà. Alors, cette fois-ci, il faut que la fonction soit continue et strictement monotone, soit elle est strictement croissante, soit elle est strictement décroissante sur l'intervalle AB. À ce moment-là, l'équation f de x admet une seule solution. F de x admet une solution unique. Sur l'intervalle AB. Voilà donc pour ce qui concerne la continuité d'une fonction en un point et sur un intervalle et comment déterminer l'image d'un intervalle par une fonction continue et strictement monotone. Et enfin, comment déterminer de façon approximative les zéros d'une fonction sur un intervalle sur son ensemble de définitions. Ceci met donc un terme à nos échanges sur cette leçon. Nous allons nous voir très prochainement pour parler des exercices. Sur ce, je vous remercie.